À Cap-Ferret, les flammes se rapprochent d'une maison où se trouvent le fils et le petit-fils de Pascal Bataille. En quelques minutes, tout ce qu'il croyait solide menace de disparaître. À ses côtés, une femme veille encore. Adra, son ex-épouse, celle que beaucoup imaginent déjà revenue dans sa vie. Pourtant, derrière cette proximité se cache une histoire de cancer, de rupture, de deuil et d'une lettre jamais ouverte. Pour comprendre leur véritable lien, il faut d'abord entrer dans la part la plus sombre de son existence. Pendant des années, Pascal Bataille a donné l'image d'un homme sûr de lui, capable d'écouter les confidences des autres et de transformer leurs émotions en grands moments de télévision. Son visage était connu, sa voix rassurait, tout semblait prouver qu'il avait réussi. Mais il existe des victoires que les applaudissements ne savent pas réparer. Ah, derrière cette ascension se cachait une blessure ancienne, plus profonde que les critiques. Pascal pouvait être reconnu par des millions de téléspectateurs, il restait pourtant incapable d'obtenir l'approbation d'un seul homme, son père. Marie-Josée Bataille, médecin et psychanalyste, ne regardait pas la réussite de son fils avec fierté. Il y voyait une route brillante mais vide, un échange entre la célébrité, l'argent et ce qu'il considérait comme un renoncement intellectuel. Pour Pascal, cette condamnation était brutale. Devant le jugement paternel, il se retrouvait sans voix. Plus sa carrière avançait, plus la distance entre eux devenait infranchissable. La télévision offrait à Pascal une place au sommet, mais dans l'intimité, cette lumière ressemblait presque à une faute. Il pouvait être entouré, admiré, invité partout et se sentir rejeté au cœur de sa propre histoire. Les désaccords finirent par devenir du silence. Pendant 6 années, le père et le fils ne se parlèrent plus. Aucun appel, aucune réconciliation. Seulement 2 blessures, avançant chacune de leur côté, comme si le temps allait résoudre ce qu'aucun des deux n'osait affronter. Pascal ignorait que certains silences ne se terminent pas par une explication, ils deviennent des tombeaux. Lorsque la dernière occasion disparaît, les phrases jamais prononcées commencent à peser plus lourd que toutes celles que l'on a dites. Peut-être est-ce pour cela qu'il apprit si bien à écouter les autres. À l'écran, il accueillait les regrets, les séparations, les retrouvailles. Il aidait des inconnus à dire ce qu'ils n'avaient jamais osé exprimer. Mais dans sa propre vie, une conversation essentielle restait enfermée derrière des années de colère et de fierté. Le public ne voyait rien. Pascal continuait à sourire, à travailler, à avancer. La célébrité possède ce pouvoir cruel. Elle éclaire le visage tout en laissant l'âme dans l'ombre. On admire la réussite sans entendre les fractures qu'elle recouvre. Puis son corps commença lui aussi à envoyer un avertissement. Son oreille gauche se fermait peu à peu au monde. Les voix devenaient moins nettes, les sons plus lointains, comme si une partie de la réalité s'éloignait de lui. L'homme qui avait passé sa vie à écouter les autres allait bientôt découvrir qu'une menace silencieuse grandissait depuis des décennies, et ce n'était encore que le premier signal. Bien avant que le mot cancer n'entre dans sa vie, Pascal Bataille vivait déjà avec une menace invisible. Depuis plus de 30 ans, une tumeur bénigne logée dans son oreille gauche rongeait lentement son audition. Elle ne mettait pas directement sa vie en danger, mais elle frappait l'endroit le plus cruel pour un homme dont le métier reposait sur la voix, l'écoute et la précision des mots. Dans un studio de radio, chaque souffle compte. Sur un plateau de télévision, une phrase manquée peut briser le rythme d'un échange. Pascal devait apprendre à compenser, à lire les visages, à sourire quand un son lui échappait. Lui entendait les sifflements, les bourdonnements, parfois la douleur, et surtout cette peur, perdre un jour totalement le lien sonore avec le monde. Il avançait malgré tout, comme avec une fissure cachée sous un costume impeccable. Mais à la fin de l'année 2024, son corps imposa une alerte plus grave. Pendant près de 9 mois, les examens se succédèrent, sans fournir de réponse claire. Quelque chose épuisait ses forces, mais la cause restait introuvable. Puis, l'image apparut enfin. Une tumeur dissimulée dans le poumon. Le diagnostic tomba avec cette brutalité qui sépare une existence en deux.
avant et après. Pascal Bataille souffrait d'un cancer du poumon. Il dut subir une opération de plus de 6 heures, durant laquelle une partie de son poumon droit fut retirée. À son réveil, respirer n'était plus un geste inconscient. Chaque mouvement rappelait ce que la maladie venait de lui prendre. Ensuite vinrent la chimiothérapie, l'immunothérapie, les jours de faiblesse, les nuits sans certitude, et cette question que personne n'ose formuler jusqu'au bout: combien de temps reste-t-il? Ses proches auraient même voulu protéger cette épreuve du regard public. Ils lui demandaient de se soigner loin des commentaires, loin des regards, qui transforment parfois la souffrance en spectacle. Mais Pascal choisit de parler. Il révéla sa maladie sur les réseaux sociaux, persuadé que son témoignage pouvait donner du courage à ceux qui traversaient la même nuit. Ce choix avait pourtant un prix. Dès qu'il s'exposait, il devait devenir fort. Devant les caméras, il parlait d'espoir. Derrière les portes, il affrontait la fatigue, la peur, les douleurs d'un corps amputé d'une partie de lui-même. Il n'était plus seulement un malade, il devenait malgré lui un symbole. Et pourtant, lorsqu'il évoquait le pire, ce n'était pas sa propre mort qui faisait trembler sa voix. Son regard allait vers ses fils, Tim et Talal. Car 5 années plus tôt, ils avaient déjà connu les couloirs d'hôpital, l'attente et la peur de perdre un parent. Cette fois, le visage sur le lit n'était plus celui de leur mère, c'était celui de leur père. Lorsque Pascal Bataille apprit qu'il souffrait d'un cancer du poumon, une pensée traversa immédiatement sa peur. Elle ne concernait ni sa carrière, ni son image, ni même la mort. Elle portait les prénoms de ses 2 fils, Tim et Talal. 5 années plus tôt, les garçons avaient déjà vu leur mère, Adra, affronter une grave maladie. Ils avaient connu les couloirs d'hôpital, les visages qui tentent de rassurer, les silences trop lourds autour d'une table. Ils avaient appris trop tôt qu'un parent peut soudain devenir fragile et qu'une famille entière peut retenir son souffle devant un résultat médical. Puis l'histoire recommença. Cette fois, ce fut leur père que l'on conduisit au bloc opératoire. Celui qui semblait solide, celui qui parlait devant les caméras avec assurance, se retrouvait sous les lumières froides d'une salle d'opération, avec une partie de son poumon condamnée. Pascal donna un nom à cette cruauté, une double peine. Pour lui, l'injustice n'était pas seulement d'être malade. Elle résidait dans le regard de ses enfants, forcés de revivre la même terreur, quelques années après avoir craint de perdre leur mère. Certaines blessures ne se répètent pas, elles s'enfoncent. C'est dans cette épreuve que la relation entre Pascal et Adra révéla sa vraie nature. Leur mariage avait pris fin, leurs chemins avaient divergé, mais ils n'avaient jamais cessé d'être les parents de Tim et Talal. Lorsque la maladie frappait l'un, l'autre restait présent, non par devoir, mais parce que certaines fidélités survivent aux signatures, aux disputes et aux portes refermées. Pascal avait lui-même choisi de partir. Il avait reconnu que leurs orientations de vie n'étaient montées plus les mêmes. Pourtant, l'affection demeurait, profonde, presque impossible à classer. Adra connaissait ses failles, ses colères, ses regrets. Pascal savait ce qu'elle avait traversé. Entre eux, il n'y avait plus la promesse d'un couple, mais une loyauté que peu de séparations préservent. Le public observa alors leurs apparitions communes. Un repas de famille, une présence attentive, un soutien dans les moments difficiles. Chaque geste devenait un indice. Chaque sourire semblait raconter un retour que personne n'avait encore annoncé. Mais la proximité n'est pas toujours une réconciliation. Parfois, 2 êtres comprennent qu'ils ont trop partagé pour devenir étrangers. Leur histoire avait changé de forme, sans disparaître. Et tandis que les rumeurs grandissaient, Pascal portait encore un secret, bien plus ancien. Dans ses affaires reposait une lettre envoyée par son père 2 semaines avant sa mort. Une lettre qu'il n'avait jamais ouverte. Peut-être parce que certaines vérités font plus peur que la maladie elle-même. En 1999, Pascal Bataille reçut un courrier de son père, Marie-Josée. 2 semaines plus tard, ce médecin et psychanalyste mit fin à ses jours à 62 ans. Entre eux, le silence durait depuis 6 années.
6 années de colère, de fierté, de phrases retenues et de blessures que ni l'un ni l'autre n'avaient su transformer en pardon. Pascal ne lut pas la lettre. Il croyait peut-être qu'il aurait encore le temps de répondre, de revenir, d'attendre que la rancune s'épuise. Mais certaines portes se ferment, sans prévenir, et la mort ne laisse que des questions. Près de 3 décennies plus tard, l'enveloppe existe toujours. Elle est restée intacte, gardée comme une relique et redoutée comme un verdict. Pascal n'a jamais trouvé le courage de l'ouvrir. Tant que les mots restent enfermés, tout demeure possible. Peut-être son père demandait-il pardon. Peut-être voulait-il expliquer son geste. Peut-être écrivait-il simplement une dernière fois à son fils. L'ouvrir, ce serait remplacer l'imagination par une vérité irrévocable. Ah, parfois, l'être humain préfère vivre avec un mystère qui le ronge, plutôt qu'avec une certitude capable de l'anéantir. Cette douleur ne fut pas la dernière. En 2025, alors que Pascal combattait le cancer, sa sœur mourut soudainement. La disparition survint quand son corps était déjà épuisé, lorsque chaque traitement exigeait un courage qu'il ne savait plus où trouver. Peu après, il apprit que sa maladie montrait des signes de rémission. La nouvelle aurait dû être une victoire. Pourtant, comment célébrer la vie lorsque quelqu'un que l'on aime vient de la perdre? Chez Pascal, le soulagement et le deuil se mêlèrent, comme si le destin refusait de lui accorder une joie entière. D'autres absences s'étaient accumulées. Plusieurs amis proches avaient été emportés par la maladie de Charcot. Parmi eux, Jean-Yves Lafesse, compagnon précieux de sa vie professionnelle. Pascal avait vu des corps pleins d'énergie perdre leur force, leur autonomie, puis leur voix. Cette lente destruction laissa en lui une peur profonde, mais aussi une colère devenue engagement. Il choisit de prêter sa notoriété aux associations et aux familles touchées. Il ne pouvait sauver ceux qui étaient partis, mais il pouvait refuser que leurs souffrances disparaissent dans l'oubli. Chez lui, la douleur ne s'effaçait pas. Elle changeait de direction. Dans cette succession de deuils, Adra restait l'une des rares personnes capables de comprendre ce que Pascal ne disait pas. Elle connaissait ses blessures, ses silences et le visage qu'il cachait au public. Leur proximité semblait intacte. Alors, une question devint inévitable. Après la maladie, les pertes et les années de séparation, avait-il décidé de redevenir mari et femme? Après tant d'épreuves, le public voulait croire à une évidence. Ah, Pascal Bataille et Adra apparaissaient encore ensemble, présents aux réunions de famille, attentifs l'un à l'autre, unis dès que la santé de l'un vacillait. Pour beaucoup, cette proximité ne pouvait signifier qu'une chose: ils s'aimaient encore et préparaient peut-être un nouveau mariage. Mais la vérité est plus subtile. Pascal l'a affirmé clairement, il n'y aura pas de remariage avec Adra. Aucun projet secret, aucune cérémonie annoncée, aucun retour officiel à la vie conjugale. La rumeur est née de gestes réels, mais elle leur a donné un sens qu'ils ne revendiquent pas. Après leur divorce, ils auraient pu devenir 2 étrangers, reliés seulement par leurs enfants. Ils ont choisi autre chose. Adra est restée, selon Pascal, sa meilleure amie, sa confidente, presque son âme sœur. Elle connaît les blessures qu'il dissimule lorsque les caméras s'allument. Ensemble, ils ont continué à protéger Tim et Talal. Quand Adra a affronté la maladie, Pascal n'a pas détourné le regard. Quand le cancer du poumon a frappé Pascal, Adra n'a pas disparu. Leur mariage était terminé, mais leur solidarité refusait de mourir. C'est cette fidélité qui a nourri le malentendu. Le public est habitué à voir les séparations devenir des guerres. Alors, lorsqu'un ancien couple se parle avec tendresse, se soutient dans l'épreuve et partage encore les moments essentiels, beaucoup imaginent une réconciliation. Pourtant, aimer quelqu'un ne signifie pas toujours vouloir revivre avec lui. Pascal a reconnu qu'il avait lui-même décidé de partir, non parce que toute affection avait disparu, mais parce que leurs directions de vie n'étaient plus les mêmes. Les raisons qui détruisent un couple ne s'effacent pas forcément lorsque la tendresse demeure. On peut pardonner,
comprendre, admirer encore, sans reconstruire la même maison sur les mêmes fissures. Ah, au milieu de l'année 2025, Pascal confiait vivre seul avec Una, sa chienne. Il ne se présentait pas comme un homme revenu auprès de son ex-épouse, mais comme quelqu'un encore ouvert à une nouvelle rencontre, à un amour différent. La réponse est donc nette, Pascal et Adra ne se remarieront pas. Pourtant, ce refus ne diminue en rien la force de leur lien. Ils n'ont plus besoin d'un contrat, d'une alliance ou d'une promesse publique pour rester une famille, car certaines histoires ne se terminent ni par un retour, ni par un adieu. Elles changent simplement de forme. Pascal et Adra ne sont plus mari et femme, mais ils ne sont jamais devenus étrangers. Et tandis que cette vérité mettait fin à une rumeur, Pascal devait affronter une autre séparation. Cette fois, il quittait un lieu qu'il appelait son enfant, le Côté Sable. À Cap-Ferret, le Côté Sable n'était pas seulement un hôtel. Pascal Bataille y avait déposé des années de travail, des souvenirs de famille, des rêves construits loin des studios. Il en parlait comme d'un enfant, avec la fierté réservée aux choses que l'on a vues naître. Mais derrière les façades élégantes, la paix avait disparu. Une longue bataille juridique, ajoutée à une concurrence étouffante avec la Villa Colette, avait transformé ce refuge en terrain de guerre. Chaque conflit exigeait une énergie que Pascal ne possédait presque plus. Il sortait des traitements. Son corps portait la trace de l'opération, son souffle n'était plus le même et les deuils successifs avaient vidé ses forces. Continuer à défendre le Côté Sable aurait peut-être signifié gagner une bataille de plus, mais perdre ce qui lui restait de paix. Il choisit donc de vendre. L'opération fut avantageuse, mais aucun chiffre ne pouvait mesurer ce qu'il abandonnait. Pascal parla d'un déchirement terrible. Ah, il ne cédait pas seulement des murs et des chambres, il quittait un fragment de sa vie, chargé de repas, de rires et de souvenirs impossibles à enfermer dans des cartons. Certaines ventes ressemblent à des réussites sur le papier, mais à des funérailles dans le cœur. On signe, on serre des mains, puis on comprend que l'on devient étranger à un lieu qui portait notre histoire. Et comme si Cap-Ferret refusait de sortir calmement de sa vie, un nouveau drame surgit en juillet 2026. Un immense incendie menaça la maison où se trouvaient son fils et son petit-fils. En quelques instants, la peur changea de visage. Il ne s'agissait plus d'un hôtel, d'un procès ou d'un patrimoine. Il s'agissait de vie. Pour un homme hanté par la maladie, la disparition de son père, la mort de sa sœur et celle de ses amis, les flammes réveillèrent une terreur primitive. Après avoir tant perdu, Pascal voyait le danger se rapprocher de la génération qu'il voulait protéger à tout prix. Le feu révéla ce que les années avaient changé en lui. Autrefois, il aurait peut-être défendu son œuvre, sa carrière, ses biens. Désormais, tout cela paraissait secondaire. Ce qui comptait portait des prénoms, respirait, grandissait et pouvait lui être arraché sans prévenir. La famille échappa au pire, mais le choc resta. Pascal avait vendu un lieu qu'il aimait pour retrouver la paix. Puis il avait vu les flammes menacer ce qui lui était le plus précieux. Au même moment, les médecins lui annonçaient que son cancer reculait. Une victoire, enfin, mais une victoire étrange, car survivre ne signifie pas revenir à la vie d'avant. Cela signifie apprendre à vivre avec moins de certitude, moins de souffle et une question plus urgente que toutes les autres. Que faire du temps qui reste? La rémission aurait pu ressembler à une ligne d'arrivée. Pour Pascal Bataille, elle fut plutôt une frontière. Le cancer reculait, mais son corps gardait la mémoire de la bataille, une partie du poumon retirée, un souffle plus court, une fatigue que comprennent ceux qui ont attendu un résultat médical dans la peur. À cette fragilité s'ajoutait toujours la tumeur bénigne de son oreille gauche. Depuis plus de 30 ans, elle réduisait son audition. Même après avoir échappé au pire, Pascal restait menacé par le silence. Survivre ne voulait pas dire retrouver l'homme d'avant, mais apprendre à avancer avec ce qui manquait. Au début de 2026,
La naissance de son petit-fils apporta une lumière nouvelle à cette existence marquée par les deuils. Pascal tenait entre ses bras une vie qui commençait au moment où la sienne venait d'être prolongée. Pourtant, chez lui, le bonheur ne voyageait jamais seul. Il portait une ombre. Na, na. Après le cancer d'Adra, le sien, et la maladie de Charcot, qui avait emporté plusieurs amis, Pascal regardait les générations suivantes avec inquiétude. Il craignait que la souffrance revienne, qu'elle choisisse un jour le corps de ses enfants ou de ses petits-enfants. Quand la maladie a frappé trop souvent, même les jours heureux ressemblent à des sursis. Alors, il transforma cette peur en engagement. Sa notoriété, autrefois reprochée par son père, devenait un outil pour défendre les malades, soutenir la recherche et donner une voix aux familles touchées par la maladie de Charcot. L'homme accusé d'avoir choisi la facilité utilisait désormais la lumière pour éclairer ceux que la douleur rend invisibles. Mais certaines blessures ne se refermeront pas. La lettre de son père restait fermée. Sa sœur ne reviendrait pas. Jean-Yves Lafesse et ses autres amis n'existaient plus que dans la mémoire. Boé, le côté sable appartenait à quelqu'un d'autre, et Adra, malgré la force de leur lien, ne redeviendrait pas son épouse. Pourtant, Pascal n'était pas seul. Tim et Talal étaient là. Son petit-fils ouvrait une nouvelle page. Adra demeurait sa meilleure amie, celle qui connaissait le prix de ses silences. Leur histoire n'avait pas retrouvé sa forme ancienne. Elle en avait inventé une autre. Pascal Bataille avait passé sa carrière à rapprocher des êtres séparés. La vie lui enseignait maintenant une vérité plus difficile. Toutes les séparations ne doivent pas être annulées pour que l'amour survive. Il ne lui restait ni les mêmes certitudes, ni le même souffle. Mais il possédait quelque chose de plus rare, la conscience que chaque journée ordinaire est un privilège. Désormais, le temps accordé appartenait aussi à ceux qu'il aimait, à ceux qu'il voulait protéger et à ceux dont il refusait que la souffrance soit oubliée. Sait-on, Pascal Bataille ne retrouvera pas Adra devant un autel. Pourtant, elle restera celle qui connaît ses silences, ses blessures et les tempêtes qu'il a traversées. Leur mariage s'est terminé, mais leur fidélité humaine a survécu. Après le cancer, les deuils et les séparations, Pascal a compris une vérité essentielle. On ne mesure pas l'amour à une alliance, mais à ceux qui restent lorsque tout menace de s'effondrer. Et parfois, ne pas revenir en arrière est encore la plus belle manière de continuer à s'aimer. Si douve